tout le monde s'accorde à dire que 2026 sera une année de bear market, à moins qu'on soit dans un super cycle. Si tu investis par exemple en tokens, tes tokens vont être débloqués, on va dire, je sais pas, dans 2 ans, et donc en bear market. Et donc, est-ce que c'est un move stratégique d'investir maintenant dans des projets? C'est un très bon point. En fait, le métier du VC, pour moi, ça va être de distinguer le bruit du signal. C'est quoi aujourd'hui ta thèse d'investissement? Première chose qu'on va regarder, ça va être l'entrepreneur et la team. Est-ce qu'ils ont travaillé ensemble par le passé? Est-ce qu'ils ont déjà eu des succès? Est-ce qu'ils ont déjà eu des échecs? Enfin, les génies qui vont avoir un traumatisme d'enfance, qui sont à la fois bons techniquement dans la partie opérationnelle, mais qui ont aussi quelque chose à prouver qui est intrinsèque en eux, qui date de leur enfance. Finalement, le meilleur moment pour investir, c'est en bear market. C'est là que les valorisations sont les plus basses, que tu as les entrepreneurs les plus résilients et que tu as peut-être les projets les moins trendy et le moins de bruit, contrairement au bull market. Nathaniel, salut. Toi, tu es VC, hein? Et donc aujourd'hui, on va vraiment parler, on va se mettre dans la tête d'un VC. Pour rappel, un VC, c'est un venture capitaliste. Donc c'est vraiment les investisseurs qui vont investir dans des projets plus ou moins early stage. Déjà, intéressant, où est-ce qu'on est le monde du VC, tu vois, actuellement? C'est intéressant d'avoir ta vision de toi en tant que VC. Salut Gary, merci de me recevoir. C'est un plaisir d'être ici. Pour répondre à ta question, spécifiquement crypto, on est sur un record historique de GP qui arrive sur l'écosystème, qui lève des fonds de façon plus ou moins successful, mais qui se lance dans cet écosystème, first time founder, second time founder. Et puis à l'échelle du VC global, c'est quelque chose qui a explosé. Sur les 20 dernières années, on voit que de plus en plus de fonds se sont lancés, que ce soit sur les verticales de software, de SaaS qu'on a vu émerger, ou même sur la crypto. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens sont VC, on est tous un petit peu VC aussi quand on est en crypto. Donc je pense que le VC se porte très bien. Évidemment, il y a de différents mouvements qui sont en place sur la capacité du VC à apporter de la valeur, à se démarquer, parce que le fait qu'il y ait beaucoup de VC sur un écosystème, ça implique des changements à l'échelle des projets à financer. Est-ce que trop de projets sont financés? Est-ce qu'il y a trop de capital? Je pense que c'est des questions qu'on aura le temps de voir aussi par la suite, mais le VC se porte plutôt bien, je dirais. Clairement. Tu parlais de GP, on reviendra sur cette notion-là. On reviendra aussi un peu, je pense, sur les ICO, sur l'investissement en tant que particulier. Il y a des nouvelles plateformes qui émergent, comme Légion, Echo, donc on reviendra aussi là-dessus. Est-ce que déjà, première question aussi, est-ce que les projets qui lèvent des fonds, notamment dans le Web3, ils sont plus méfiants des VC? Parce que par le passé, on a vu des projets qui ont été peut-être beaucoup investis par les VC et qui ont dumpé leurs tokens. Très bonne question. Alors méfiant, je sais pas. Regardant, oui. C'est sûr que ce soit un VC crypto ou autre, c'est important de savoir qui est sur la cap table parce que c'est des investisseurs qui souvent arrivent très tôt, qui vont être là tout au long du cycle et qui vont devoir être là pour toute la partie gestion de l'entreprise, les différents caps. Est-ce que le VC va être capable d'apporter suffisamment de valeur? Donc je pense que oui, de façon générale, et certainement d'autant plus en crypto parce que tu as cette dynamique de token où tu peux être liquide beaucoup plus tôt. Quand un VC traditionnel avait de la liquidité au moment de l'IPO, donc devait attendre 5 à 7 ans pour les très bons VC, la plupart des VC mettent une dizaine d'années en fait, à rendre leurs fonds, voire parfois plus. Et bien, c'est un peu moins le cas en crypto quand il y a du token. Donc oui, je pense que les entrepreneurs et à peu près tous les participants de l'écosystème ont intérêt à voir qui sont les VC sur les différentes cap tables, comment ils ont tendance à se comporter, quelle est la valeur ajoutée qu'ils peuvent fournir et surtout quel est le vesting des tokens. Derrière, c'est à la limite, je ne trouve pas que ce soit un problème en tant que tel. Au contraire, c'est plutôt une solution intéressante d'être liquide assez tôt, que ce soit pour le VC, mais aussi pour l'entrepreneur, d'ouvrir sa cap table, de pouvoir faire une airdrop, de pouvoir faire plein de choses qui apportent énormément si c'est fait de la bonne façon. Mais derrière, c'est aussi crucial de savoir de façon transparente à quel moment le VC est liquide, à quel moment il va pouvoir sortir, est-ce qu'il va avoir du retour sur son staking, est-ce qu'il peut vendre une partie de ses tokens en OTC. Toutes ces choses-là, je pense, sont primordiales, que ce soit pour un entrepreneur, pour un fonds ou les autres participants de l'écosystème. Carrément. OTC, donc on est over the counter, c'est vraiment le fait de vendre gré à gré, donc sans passer par une plateforme, on va dire, publique et de marché. Et c'est intéressant, tu parlais aussi de vesting. Je pense que c'est intéressant de revenir sur ces deux notions de cliff et de vesting, de dire que finalement, quand un VC ou n'importe qui va investir sur un projet early stage, il va d'abord avoir une période de blocage et après, il va récupérer ses tokens au fur et à mesure et pas tout d'un coup. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu ces notions-là Ouais, bien sûr, le vesting, c'est quelque chose qui existe déjà sur la partie equity. L'equity, c'est quand les VC vont prendre des parts au capital social d'une société de façon traditionnelle, dans le Web 1, le Web 2. Et tu as cette notion de vesting
notamment pour les founders, par exemple, le fait que les parts de capital social qui appartiennent aux founders ou aux différents membres de la team vont se débloquer au fur et à mesure dans le temps. Et bien, on a cette même, je dirais, façon de fonctionner à l'échelle du VC en crypto, sur là des tokens qui, donc, au moment de leur sortie au TGE, Token Generation Event, pour aller sur tous les mots-clés du vocabulaire, il va y avoir une première CLI, c'est-à-dire le moment à partir duquel les tokens vont vester. Donc peut-être qu'après le TGE, il va y avoir 6 mois, 1 an, 18 mois, 2 ans de cliff avant que les tokens ne puissent commencer à être vestés, donc ne puissent commencer à se débloquer au fur et à mesure, ce qui peut prendre 4, 5 ans parfois, sur les projets qui vont avoir un vesting plus long. Et en même temps, ça dépend aussi, je dirais, des cycles. J'ai l'impression qu'en effet, par rapport à ta première question, les VC et les entrepreneurs sont de plus en plus regardants et c'est de plus en plus intéressant d'avoir un vesting qui dure parce que c'est une façon d'aligner les intérêts, de faire en sorte que les tokens restent dans la poche du VC ou des investisseurs et que cette incentive à la réussite du projet soit plus long terme. Après, ça ne pose pas de problème à certains entrepreneurs d'avoir moins de vesting quand ils considèrent que c'est moins important pour eux de loquer des VC sur un certain temps. Je pense par exemple, puisqu'on est sur le token, aux allocations de KOL, c'est souvent les plus avantageuses parce que la plupart des KOL vont être donc, Key Opinion Leaders qui vont faire la promotion d'un projet pour certains qui vont d'ailleurs être plus ou moins... je dirais plus ou moins incentivés à long terme sur le projet, ils vont avoir des conditions qui peuvent être plus intéressantes sur un plus petit montant de tokens. Donc on ne parle pas du tout des mêmes proportions qu'un VC, mais il va y avoir un vesting qui va être potentiellement différent de celui de la team, de celui du airdrop. Parfois il y a du vesting maintenant sur les airdrops, ou même des rounds qui sont ceux de la communauté, comme tu revenais sur les deals Echo par exemple, qui permettent de distribuer un token de façon assez large. Yes. Et alors toi c'est intéressant, c'est quoi aujourd'hui ta thèse d'investissement, parce qu'effectivement il y a beaucoup de VC sur le marché. Toi, tous sont différents, ont une thèse différente. Toi, c'est quoi la tienne? Alors, la thèse d'investissement d'un VC early stage, dans la plupart des cas, ça va être déjà le founder. En crypto, on peut faire plein de choses. On se retrouve à faire plein de choses. Parfois, on investit dans des boîtes qui vont faire autre chose que ce qu'on a pu même prévoir. Donc, la variable qui ne change pas, c'est la founding team. Est-ce qu'elle va être capable d'exécuter sur sa vision? Et ça, c'est très, très humain. Donc, évidemment, il y a une thèse qui va être focus sur la crypto, que ce soit à l'échelle applicative, sur l'infrastructure. On pourra y revenir. Mais la première chose qu'on va regarder, ça va être l'entrepreneur et la team. Est-ce qu'ils ont travaillé ensemble par le passé? Est-ce qu'ils ont déjà eu des succès? Est-ce qu'ils ont déjà eu des échecs qui leur ont permis d'apprendre? Est-ce qu'ils ont un niveau de résilience qui est suffisant pour en fait, échouer, se relever et finalement réussir? Donc, si je devais détailler ma thèse, je commencerais par dire que c'est la founding team. Donc, une founding team qui est résiliente, qui est là pour les bonnes raisons, parce que si tu es là uniquement pour... Enfin, c'est pas forcément une mauvaise raison, l'argent, mais si tu es là uniquement pour l'argent, peut-être que tu as moins de chances d'utiliser ce drive au fur et à mesure, parce que tu vas en faire peut-être de plus en plus et tu vas pas emmener le projet suffisamment loin, peut-être que tu vas grifter un petit peu et ne pas être à la hauteur de la communauté qui t'attend, mais en tout cas un drive qui va être peut-être celui de la technologie, peut-être de réparer une faille personnelle, peut-être une réussite. Tu vois, je crois qu'il y a un VC qui est connu pour dire qu'il investit dans les geniuses with childhood trauma, les génies qui vont avoir un traumatisme d'enfance, qui sont à la fois bons techniquement dans la partie opérationnelle, mais qui ont aussi quelque chose à prouver qui est intrinsèque en eux, qui date de leur enfance et qui va leur permettre d'aller super loin et d'avoir ce drive pour porter le projet. Ok, hyper intéressant. Mais alors, ça m'amène à deux questions. Déjà, la première, c'est que ce côté, ce critère qui est la team, ça représente pour toi quel pourcentage dans ta prise de décision? 99%. Ah ouais. Si ce n'est 100, parce que je dirais que tout le reste, ça va être à la limite, non, peut-être 98, parce que tu as 2% qui vont peut-être être sur le marché, sur la technologie, etc. Mais c'est quand même quelque chose qu'on peut largement trouver dans la team, ou du moins qu'on peut ramener à la team. Moi, dans les projets early stage, quand c'est parfois le premier chèque que les entrepreneurs vont recevoir, j'aime à penser que le projet va être une façon de juger la team. Est-ce qu'elle est capable de se lancer sur un marché assez grand? Est-ce qu'elle est capable d'utiliser la bonne technologie? Est-ce que c'est vraiment une solution qui va chercher un vrai problème? Et tout ça, c'est quelque chose qu'on peut ramener à la team, mais qu'on peut évidemment détailler sur l'échelle du projet. Et cette team va être la grande partie du processus de décision dans un deal VC. Ok, c'est excellent. C'est-à-dire que le projet est limite un prétexte pour un peu... voir si la team est compétente, comment en fait elle va réagir en fait au marché, parce que tu sais un peu d'avance qu'elle va pivoter par rapport à la proposition de marché initiale.
La proposition de valeur initiale. C'est ça. Pour les deals les plus tôt, en fait, quand le projet a de fortes chances de pivoter, quand le projet a de fortes chances de changer, j'aime penser qu'en effet, c'est un prétexte qui permet d'aborder le sujet, de voir à quel point ils maîtrisent la technologie, à quel point, en effet, ils essayent de répondre à un vrai problème, et quelle est l'approche qu'ils ont décidé de prendre. Est-ce qu'ils ont over-engineer ou pas forcément? Est-ce qu'ils vont aller de façon simple? Est-ce que leur go-to-market s'adresse à un marché qui est suffisamment grand, ou est-ce qu'ils vont l'attaquer petit à petit? Est-ce qu'ils arrivent à avoir une conception réelle du marché? Est-ce qu'on a des vues qui sont similaires? Est-ce que l'entrepreneur est capable de bien s'entourer, de bien répartir les rôles au sein de sa team? Est-ce qu'il va être... tu vois, et même humainement, en fait, c'est très intéressant quand tu vas recevoir un entrepreneur. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont être peut-être dans la façon d'interagir, qui va être vraiment très émotionnel à ce stade. C'est pour ça que moi, le VC me plaît beaucoup quand c'est aussi tôt. C'est la capacité, en fait, à déterminer est-ce que cet être humain semble avoir les compétences, ou est-ce qu'en tout cas, il a l'air d'être suffisamment honnête et suffisamment transparent et d'avoir vécu suffisamment de choses pour, derrière, mettre en place sa vision. Évidemment, je prétends pas être capable de juger qui que ce soit. Et je pense que c'est même très... Il y a une obligation de rester humble en fait dans cette démarche, mais c'est vrai que moi c'est ce qui me plaît le plus et c'est ce qui en général fonctionne le mieux, parce qu'une très bonne team, quand bien même elle n'est pas sur le bon marché, quand bien même elle n'a pas le bon produit, quand bien même elle va manger un bear market juste après sa levée, ou même elle est en plein bear market, et la bonne team, ou en tout cas l'entrepreneur que tu auras sélectionné, qui aura suffisamment de bagages pour emporter ce projet, va être capable de pivoter, va être capable de recruter les bonnes personnes et va être capable de mener son projet à bien finalement avec le temps. Ok. J'ai 1000 questions parce que je trouve ça hyper intéressant. Tu vois, la première peut-être, c'est quoi les critères, tu vois, d'un point de vue soft skills, émotionnels, que tu vas regarder, dans le sens où la personne que tu as en face de toi, ça peut être peut-être un mec... un con entre guillemets, c'est-à-dire un mec, tu vois, qui est pas... c'est pas le mot, mais quelqu'un qui va être... humainement pas top, mais qui peut être vraiment une machine, un rouleau compresseur. Est-ce que pour toi c'est quelque chose qui va être important? Au contraire, tu préfères quelqu'un qui n'est pas forcément une machine, mais qui humainement, tu vois, a quand même un très bon fit avec les gens? C'est quoi les critères que tu vas regarder en premier? Est-ce que tu as une hiérarchie des critères humains? Je dirais que tu as besoin d'un équilibre. Tu ne peux pas travailler avec des connards en permanence, même à l'échelle du VC. En fait, c'est quelque chose qui peut te coûter très cher, parce que si les personnes sont trop égoïstes, ne pensent qu'à elles, peut-être que sur certains deals, sur certaines parties de la société et de la façon d'emmener ce projet à bien, ça ne va pas fonctionner. Donc je pense que tu as besoin d'un équilibre. Évidemment, il faut une certaine force de frappe, une certaine capacité à s'imposer, à être bon en affaires, en négociation, et à ne pas se laisser marcher dessus. Tu vois, il y a parfois en effet de très bons deals, très bons dossiers, où on peut avoir l'impression que l'entrepreneur va se laisser marcher dessus, ou va pas être capable d'imposer sa vision. C'est quand même quelque chose qui importe. Maintenant, pour l'entrepreneur comme pour le VC, je pense que la question se pose. Quand tu vas avoir ce qu'on peut appeler un mariage, en fait, aussitôt, et que tu vas rentrer sur la cap table d'un entrepreneur, c'est important tant pour le VC d'avoir un entrepreneur dont il partage les valeurs, dont il partage aussi une cap table, mais aussi une vision et une capacité à aider, et c'est aussi important pour l'entrepreneur de retrouver aussi ses valeurs dans un investisseur. Donc pour répondre à ta question sur quelle est la première chose que je vais regarder, évidemment humainement c'est important qu'il y ait un fit, c'est important de se rendre compte que la personne a suffisamment de clés, suffisamment d'éthique et tout ce qu'il faut pour mener à bien le projet, que ce soit sur les relations entre l'investisseur et l'entrepreneur, comme les relations que va avoir l'entrepreneur avec le reste de son marché. Ok. Mais ça me fait penser, tu vois, effectivement, quand par exemple une boîte, un RH va recruter un nouveau collaborateur, c'est compliqué en fait, je trouve, de se faire une opinion d'une personne en 1 heure. C'est-à-dire que tu peux avoir devant toi la meilleure version de la personne, mais est-ce que c'est vraiment la vraie version? C'est compliqué. Je trouve par exemple ça pourrait être cool, tu vois, que les boîtes se disent ok, on fait une immersion de la personne dans l'entreprise qui dure, je sais pas, une journée, une semaine, mais ça permet, tu vois, de tester la personne au quotidien. Est-ce que tu as des petits hacks pour justement... parce qu'en fait ton but c'est de comprendre qui est la vraie personne que tu as en face de toi en un minimum de temps, parce que tu vois passer des tonnes de projets, t'as pas le temps de passer une semaine, un mois avec chaque entrepreneur, sinon tu t'en sors plus. Surtout dans le Web3, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de projets, de decks qui circulent en ce moment, donc c'est dur d'être sélectif, mais en même temps d'être bon dans ton flow, enfin dans ton entonnoir en fait. Bien sûr, c'est un très bon point, et puis je pense que c'est quasiment impossible en fait de juger une personne en 1 heure sur un rendez-vous, un call ou quoi que ce soit. Je pense qu'on voit même beaucoup de génies réussir en crypto qui sont très différents de quelqu'un qui
qui peut être très à l'aise socialement, mais qui en fait sont des génies qui derrière et qui vont développer des technologies fascinantes. Donc je pense qu'il n'y a pas un framework qui fonctionne, c'est sûr et certain. Ouais. Tout le monde est différent et le but, c'est vraiment d'avoir plutôt dans leur capacité à réfléchir quelque chose qui tient la route et qui, en fait, force à penser que en fait, cette personne arrive à bien comprendre ce qui se passe, cette personne arrive à penser aux solutions et de façon non biaisée, first principle approach, etc. Donc je pense que c'est très dur et il n'y a absolument pas un framework ou un type de personnalité, quand bien même tu vois, c'est faux en fait de penser que il faut absolument être un connard pour réussir. Je pense même que c'est plutôt l'inverse, et que tu as des entrepreneurs qui sont très 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 gentils, très adorables, qui aident beaucoup au quotidien, que ce soit des personnes plus ou moins avancées dans leur carrière et qui aujourd'hui sont des entrepreneurs à succès. Donc pour répondre à ta question, quels sont les petits hacks ou les petites façons de voir un peu ce dont est capable un entrepreneur? Le mieux, c'est de se confronter au marché. Donc en général, dans un process dans lequel un VC va pour la première fois rencontrer un entrepreneur et va ensuite décider ou non d'investir, il peut s'écouler plusieurs semaines. Et en fait, au fil de ces plusieurs semaines, parfois, tu peux voir que l'entrepreneur a réussi à décrocher des contrats, a réussi à onboarder plus d'utilisateurs, a réussi à avoir plus de métriques qui en fait valident un peu cette thèse qui est de dire il arrive à exécuter, il arrive à mettre en avant son projet pour avoir des métriques qui valident de par le marché. Et en fait, tu as cette capacité à voir du coup les différents progrès et imaginer ce qui pourrait se passer à partir du moment où tu investis, où l'entrepreneur a plus de fonds et l'entrepreneur va être capable d'aller plus vite sur son projet. Donc ça, je pense que c'est un petit hack et d'ailleurs c'est un bon conseil pour tous les entrepreneurs qui nous regardent. Si vous parlez avec un VC, le mieux c'est de ne pas tout lâcher sur un premier rendez-vous, c'est d'expliquer ce que vous faites, etc. Mais de ne pas donner toutes les nouvelles, toutes les avancées, etc. Pour qu'au fur et à mesure de la levée de fonds, vous en ayez aussi sous le capot pour sortir de différentes avancées et montrer ce que vous avez réalisé et en fait construire cette relation petit à petit et faire comprendre à l'investisseur qui vous regarde que le projet en fait est déjà en mouvement et que c'est l'occasion pour l'investisseur d'attraper un train en marche. Donc ça c'est je pense un point intéressant. Et puis peut-être sur le hack, il y a en fait des modèles qui arrivent à faire ça très bien, c'est les accélérateurs qui arrivent à onboarder beaucoup de projets, qui vont accompagner pendant 1, 2, 3 mois, qui vont être capables de leur donner des clés pour les aider, leur faire des présentations, des introductions, et qui en fait au fur et à mesure de ces 3 mois vont avoir une vision très concrète de l'entrepreneur, de la team, de ce dont ils sont capables, et derrière d'investir ou non sur le projet. Donc ça c'est un bon fonctionnement. Nous on a aussi un petit hack avec Paris Blockchain Week. Tu sais, je t'ai dit que je suis responsable de toute la partie startup et investisseur. On rappelle, c'est une grosse conférence blockchain qui a lieu tous les ans au mois d'avril à Paris. Exactement ça. Maintenant, on est premier à l'échelle européenne, numéro 3 mondialement. Et c'est vrai qu'organiser toute la partie startup et investisseur nous permet de rencontrer plein d'entrepreneurs. On a un process, on a une sélection de startups pour la compétition. Il y a 10 millions de dollars à la clé. D'ailleurs, s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent et qu'on n'est toujours pas la date passée du 28 février, je vous invite à candidater à la Startup Competition de Paris Blockchain Week. Il y a plus de 10 millions de dollars de prize, la possibilité de rencontrer plus de 500 investisseurs et de gagner des prix qui vont de crédit AWS à Office Space, des programmes d'accélération, des grants, du funding en tout genre. Et l'idée, c'est derrière de voir les entrepreneurs tôt, être capable de voir leur sélection au fur et à mesure des différentes étapes, être capable de parler avec eux et donc de voir ce qu'ils arrivent à réaliser entre-temps. Donc toi, en tout cas, ton hack, ce que tu regardes, c'est vraiment la progression sur les semaines et donc vraiment d'évaluer au fur et à mesure, de rencontrer l'entrepreneur au fur et à mesure des semaines, de voir comment il a évolué entre la première rencontre et peut-être la 4e, 5e et voir... son évolution en fait. C'est ça. En fait, le plus possible. Souvent, en fait, c'est pas forcément aussi bien fait que ça, parce que souvent, en tout cas nous, dans le stade dans lequel on intervient, en pré-seed seed, il y a parfois peu de métriques, parfois peu de façons de mesurer en fait cet attrait, ou même de le mesurer de façon non biaisée, parce que maintenant avec ce système de points, ça peut aller très vite de façon on-chain, et en fait il peut y avoir plein de choses qui paraissent fabuleuses, mais qui en fait reposent sur assez peu de piliers ou peu de personnes qui participent, qui interagissent avec le produit. Mais c'est ça, le plus possible d'avoir des confirmations extérieures du marché pour l'attrait de la solution que l'entrepreneur essaie de construire. Et comment tu fais cette due diligence, c'est-à-dire cette vérification et voir que l'entrepreneur en face te bullshit pas en fait?
Je dirais que c'est un mix de reference check, de parler avec des personnes avec qui il a déjà travaillé. Ouais, ça tu le fais systématiquement. Ouais, ça bien sûr, un due diligence, c'est la base en fait de la due deal. C'est de parler avec les autres personnes avec lesquelles il a travaillé, de préférence des personnes suffisamment haut placées ou qui sont prêts à engager en fait leurs responsabilités, leur crédit sur l'entrepreneur. Et puis après, tu as plein d'autres façons en fait sur l'aspect juridique, légal, de voir un peu ce que l'entrepreneur a fait avant, de vérifier ce qu'il mentionne sur les montants qu'il a peut-être levé avant, sur d'autres boîtes, sur comment ça s'est passé avec ses précédents cofondateurs, etc. Tu as aussi toute la partie on-chain qui, moi, me fascine parce que tu peux aller voir directement ce qui se passe sur la blockchain de façon prouvable. Si, en effet, il y a une traction qui est réelle, si elle est incentivée, est-ce que c'est du capital qui se comporte de façon purement organique? Est-ce que c'est une approche un peu mercenaire et que ce capital va partir dès qu'il n'y a plus d'incentive? Est-ce que, en fait, tu as activé un système de points qui fait que tout est biaisé parce qu'à ce moment-là, les gens farment les points et que tu peux autant fake it until you make it que tu veux, mais il faut que tu arrives à make it à un moment. Donc, je pense que tu as plein de différents outils qui sont à ta disposition et qui permettent d'attester un peu du projet, de ce qu'avance l'entrepreneur et de ta capacité en fait à déterminer si oui ou non l'entrepreneur était transparent avec toi depuis le début. Et c'est quand même important. Ouais. Ok. Pour finir un peu sur le côté un peu personnalité, juger finalement, parce que c'est un jugement qui se base beaucoup sur l'intuition, in fine, et sur les rapports humains. C'est quelque chose c'est dur de le rationaliser, je trouve quand même, de cocher des cases pour dire ok, est-ce que tu as eu un bon feeling avec cet entrepreneur? Je pense que c'est plus de l'intuition qu'autre chose. Mais est-ce qu'il n'y a pas des moyens aussi, petits hacks, type, je sais pas, faire un escape game avec l'entrepreneur, un jeu de société, une session de sport, je sais pas, pour voir un peu. Souvent, je sais pas, tu fais un Monopoly avec les gens, ils vont un peu dévoiler leur vraie personnalité, quoi. C'est un bon point. On l'a jamais fait, mais peut-être que faire un Monopoly avec nos entrepreneurs serait une façon intéressante de mieux les connaître. Game, je sais pas, tu vois, mais en gros, le mettre un peu en situation réelle où tu vois, l'ego peut prendre un peu le dessus et là, tu peux avoir le vrai visage de la personne, tu vois. C'est vrai, c'est un point intéressant. J'ai pas eu l'occasion comme ça de tester un entrepreneur ou d'avoir une situation de mise en situation, en fait, tout simplement dans ce cadre-là. En revanche, oui, je pense que au fur et à mesure des différentes interactions, quand tu fais des références check, quand tu as différentes discussions qui ne sont pas uniquement sur le projet, quand tu vois la personne en réel, en face-to-face, et que tu arrives en fait, à aborder d'autres sujets, je pense que là, tu arrives au fur et à mesure de plus en plus à te faire un avis. Et en effet, c'est plus de l'intuition qu'autre chose. C'est vrai qu'à l'échelle du private equity, le VC est la partie early stage, la plus tôt dans ce processus. Et contrairement à des stades plus avancés où il va y avoir beaucoup de chiffres, il va y avoir beaucoup de recherches en amont sur comment la société se porte, comment va son marché, et beaucoup de recherches très, je dirais, rationnelles, très rationnées sur l'entrepreneur, sur sa société. En early stage, ça va être plus un art qu'une science, dans le sens où, en fait, parier sur ce profil-là, ça va être quelque chose que tu ressens. À la fin, au bout du compte, quand tu fais une décision d'investissement que tu présentes à ton comité, il faut avoir aussi peut-être cette petite FOMO de se dire, en fait, même si je suis pas là, l'entrepreneur, il va y arriver. Donc en fait, est-ce qu'il a réussi à me véhiculer cette capacité à être droit, à être bon, à savoir délivrer à suffisamment d'échelle, à suffisamment d'égards pour que l'entrepreneur te montre qu'il a ce qu'il faut. Et ça peut tenir à beaucoup de choses. Ça peut être une expérience passée, ça peut être, tu vois, il a un projet à côté qui est devenu en fait un side project qui est devenu un vrai projet. En fait, peut-être qu'il a vu ce qui s'est passé dans sa précédente boîte et qu'il voit qu'il y a quelque chose à réparer. Peut-être que c'est, tu vois, un traumatisme de notre enfance qu'il veut résoudre et qu'il veut réparer. Tu vois, il y a cette histoire connue qui est celle de Vitalik. Je ne sais pas si elle est vraie, mais sur le fait qu'il avait une épée super rare sur World of Warcraft, qu'il a perdu du jour au lendemain parce qu'il y a eu un changement de serveur et qu'il s'est dit, finalement, avec Ethereum, avec une blockchain de façon décentralisée, personne ne peut me l'enlever. Bon, c'est une histoire qu'on aime bien se raconter, mais qui, en même temps, est agréable pour le cerveau. Toi, tu penses que justement, les entrepreneurs qui ont un traumatisme d'enfance, c'est un vrai edge par rapport aux autres? Alors, premièrement, je dirais pas qu'on rentre suffisamment tout le temps en détail sur la vie personnelle et l'enfance d'une personne. C'est ça, tu vois. Et puis ça dépend de chacun. Tout le monde n'a pas un traumatisme d'enfance. En revanche, oui, je pense que beaucoup d'entrepreneurs, on peut le voir, ont en fait un drive, une fin qui vient souvent de l'enfance parce que c'est là qu'on se forme, c'est là qu'on se fait un esprit, c'est là qu'on se fait une raison et qu'on décide d'aller dans une direction ou une autre. Donc je pense que ça joue beaucoup. Et tu as beaucoup de profils qui en effet viennent de milieux très difficiles et qui ont réussi et qui derrière ont utilisé ça comme un moteur. Donc en fait ça peut être un traumatisme d'enfance, mais ça peut être plein de choses. Ça peut être une fin de réussir, une volonté de réparer quelque chose, ça peut être quelque chose de très personnel, ça peut être
plein de choses diverses et variées. Mais en tout cas, oui, sur cette partie qui est intéressante, c'est quel est le motif, qu'est-ce qui pousse l'entrepreneur à être entrepreneur, qu'est-ce qui pousse l'entrepreneur à se mettre sur un bûcher et souffrir pendant tant d'années avant de réussir. Parce qu'en plus, il y a aussi une partie peut-être naïve qui est de dire que, en fait, il va y avoir beaucoup d'embûches au fur et à mesure. Les entrepreneurs, c'est un métier qui est très difficile. Mais est-ce que le fait de ne pas savoir nécessairement d'ailleurs ce qui va arriver n'est pas une force? Tu vois, je pense au patron de Nvidia, Jensen, qui en interview, on lui a posé la question, est-ce qu'il referait sa société maintenant en sachant ce qui s'est passé sur les 20 dernières années? Il a dit très honnêtement, probablement pas. C'est tellement de souffrance, tellement de résilience, tellement d'efforts, tellement de sacrifices que sachant ce qui m'attend, j'irai probablement pas dans les flammes. Donc tu as aussi besoin d'avoir une fois de plus ce drive, cette passion, exactement, ce moteur qui te pousse à aller chercher ça. Et une fois qu'on s'est dit ça, tu vois, c'est que je me rends compte que le mental a quand même une grosse importance sur la réussite ou non de l'entrepreneur. Et est-ce que tu as poussé aussi peut-être les entrepreneurs dans lesquels tu vas investir à prendre un coach mental pour justement, comme un sportif de haut niveau, je pense qu'il y a suffisamment d'études maintenant pour comprendre que dans le sport, il y a la partie physique, mais surtout il y a la partie mentale qui va faire la différence, que in fine, au bout d'un moment, tous les sportifs ont plus ou moins la même capacité physique, c'est le mental qui va faire la différence. Et pour l'entrepreneuriat, est-ce que finalement on est dans cette même logique? Je suis assez d'accord. Je pense que surtout en crypto, qui est un marché qui est très dynamique, d'une semaine à l'autre, il y a des changements, des hacks, différentes blockchains qui se portent plus ou moins bien, différents changements, un niveau de résilience qui est extrême, tant pour mener à bien son projet que ne pas se laisser distraire, surtout en bull market où en fait tous les jours tu as l'impression de rater la prochaine grosse opportunité et de chasser la dernière narrative. Je pense qu'il est primordial d'avoir une hygiène de vie qui soit à la hauteur, que ce soit faire beaucoup de sport, bien s'alimenter, bien dormir, avoir tous ces facteurs-là qui notamment sur le sommeil vont beaucoup manquer, je pense, aux entrepreneurs en crypto, mais avoir une hygiène de vie qui est à la hauteur, simplement pour pouvoir durer. En fait, c'est pas un sprint, c'est vraiment un marathon. Et toi, tu les challenges d'ailleurs là-dessus, les entrepreneurs, est-ce que tu leur demandes, tu les challenges sur leur hygiène de vie, justement, sommeil, alimentation, sport, tu vois, dans ce degré-là de questions Moi, je vais pas être suffisamment proche, je pense, des entrepreneurs pour les challenger au quotidien sur les emmener au sport, etc. Quoique, j'ai déjà fait des séances de sport avec les entrepreneurs que j'accompagne, de Muay Thai, etc. Mais pas faire des séances, mais en tout cas de dire, ok, avant de faire un peu ce check-là, avant d'investir ou pas dans l'entrepreneur, savoir, ok, est-ce qu'il a un rythme de vie sain ou pas. Alors, ça peut paraître un peu ésotérique comme question, mais j'ai l'impression que c'est quand même, comme c'est fondamental, tu vois, parce qu'on est sur du long terme, est-ce que ça fait sens pour toi ou c'est un peu trop abstrait Je pense que c'est assez poussé, mais ça se fait en fait de façon naturelle au détour, tu vois, de présentation. Tiens, tu fais du sport, tu fais quoi, t'habites où, t'as des passions, etc. Donc je pense que c'est quelque chose qui se repère et qui est souvent ancré déjà dans l'entrepreneur. C'est très dur en fait de changer les habitudes de quelqu'un, de changer une habitude qui est ancrée, que ce soit à l'échelle du sport, que ce soit à l'échelle de l'alimentation, du sommeil, etc. Ou même l'aspect social. Donc moi, je vais pas essayer de changer les gens. Mais en tant qu'investisseur, je vais plutôt essayer de leur donner les clés. Donc s'il y a un effet, un rythme de vie qui est très très intense, essayer de voir avec eux ce qui peut être intéressant pour eux de mettre en place. Est-ce qu'en fait, il faut qu'ils recrutent une personne en fait, pour gérer cette partie-là du travail qui leur prend du temps? Est-ce qu'il faut qu'ils voyagent moins? Est-ce qu'il faut qu'ils aillent à plus de conférences? Moi, je peux toujours donner des clés et je pense que c'est le propre de l'investisseur. En fait, c'est d'être à l'écoute, de proposer des solutions, mais à la fin, c'est l'entrepreneur qui décide. Que ce soit sur son hygiène de vie, sur les décisions de sa société. Nous, on a une approche qui est assez hands-off, donc à l'inverse de hands-on, qui consiste à être très 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 présent dans les sociétés. Nous, on va faire des calls régulièrement avec les entreprises, mais on ne va pas nécessairement prendre le dessus sur les décisions qu'ils vont prendre, ou bien mettre chez eux à disposition un rechercheur, un ingénieur qui va les aider sur plein de choses. On va être davantage, nous, sur en fait, l'accompagnement, sur des introductions, sur des conseils stratégiques. Il y a un investisseur qui veut rentrer à tel terme, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est pertinent de faire une levée maintenant? Est-ce que c'est pertinent de parler avec tel acteur maintenant? Est-ce qu'il y a une décision stratégique de laisser rentrer un acteur sur une partie, par exemple, de la société, ou sur d'aller sur un écosystème ou un autre? Quels sont les incentives? Est-ce que c'est mieux de prendre un meilleur deal ou un deal qui a le plus de valeur par rapport aux personnes qui le proposent? Donc nous, c'est plutôt sur ça, je pense qu'on va être pertinent et qu'on peut faire une différence. Ok, je vois. Pour finir sur la partie un peu psychologique, est-ce que pour toi, aujourd'hui il y a des profils, différents types de profils psychologiques, par exemple il y a le test du MBTI, est-ce que tu penses qu'on peut rationaliser, dire ok, les entrepreneurs successful sont plus dans telle catégorie? Est-ce que c'est un truc que tu vas regarder, ou même certains VC, ou pour l'instant on n'est pas là Je pense que tu as
plusieurs VC qui doivent le faire. Nous, on le fait pas du tout. Okay. Je pense que c'est beaucoup plus à l'instinct. Ouais. Moi, j'aurais beaucoup de mal à ranger des gens dans une catégorie ou une autre. Et je pense qu'en plus, les gens sont souvent un mix de plein de choses. Tout à fait. Mais oui, à mon avis, tu as beaucoup d'approches différentes qui permettent de juger ou non un entrepreneur. Et encore que, c'est quelque chose qui peut très très vite se retourner contre toi. Parce que si tu rationalises énormément cette partie qui n'est pas si rationnelle et qui est plus émotionnelle et très subjective, tu peux te retrouver à dire je vais backer un SBF, un Sam Bankman-Fried parce que c'est un génie incompris qui est vegan et qui veut redistribuer tout son argent à l'humanité. Super, tu peux vraiment t'exciter sur ce genre de profil et finalement te rendre compte que c'est pas du tout le cas, c'est totalement l'inverse. Oui. Et donc en fait, je pense qu'il faut peut-être pas trop rationaliser cette partie-là, mais plus se fier à son instinct et te dire est-ce que c'est un entrepreneur, est-ce que je pourrais être ami avec lui ou pas, et c'est pas forcément un critère qui est définitif ou qui permet de prendre une décision, mais est-ce que c'est quelqu'un qui, à mon sens, va être honnête, qui va la jouer franc sur sa relation avec l'entrepreneur, avec l'investisseur, mais aussi dans tout son parcours. Parce que quelqu'un qui est trop grifter, t'as pas forcément envie de l'accompagner, ou tu as peut-être un peu de doute sur sa capacité à vraiment fédérer une communauté, créer un projet à long terme, un produit qui a une solution et qui va fonctionner à long terme. Ok. Tu parlais de la Paris Blockchain Week, donc énorme événement, plein de startups qui postulent à la Startup Competition. Donc tu reçois, j'imagine, surtout lorsque la compétition approche, des dizaines, centaines de decks. Comment tu fais pour analyser tous ces decks-là, comment tu arrives à rationaliser un peu ton approche, surtout que ton approche se base quand même pas mal sur l'intuition. Comment tu arrives à parler à tous les projets, c'est quoi en gros tes process? Très bonne question. Je pense qu'il va être le même pour beaucoup de VC. La première chose à mettre en place, c'est vraiment une rigueur dans la capacité à suivre les deals qui arrivent petit à petit. Nous, avec Paris Blockchain Week, justement, on reçoit beaucoup de decks sur la Startup Competition. Donc, on a un process où les entrepreneurs vont remplir un formulaire. Ils vont être capables de nous donner plein d'informations sur leur société. Nous, on va être capable de regarder des points clés, être capable de... Du type des points clés, je dirais une fois de plus la team, où ils en sont, leur niveau de sérieux. Tu as aussi beaucoup de... Et juste quand tu dis la team, tu passes combien de temps d'ailleurs par deck pour un peu... Parce que si tu en reçois des centaines, c'est dur de passer par exemple 1 heure pour chaque deck, à moins que tu aies vraiment une énorme team derrière toi, mais... Ouais, non, tu peux pas passer 1 heure par deck, c'est sûr et certain. Nous, on a la chance de le recevoir petit à petit sur une période qui s'étend de maintenant jusqu'au 28 février, pour tous les entrepreneurs qui voudraient candidater. Mais ça te laisse quand même pas beaucoup de temps, tu vois, ça te laisse une fenêtre de tir de 2 mois. Ouais, c'est ça. Donc en fait, tu peux très vite, déjà passer 4 à 5 minutes sur un deck, c'est beaucoup. Je pense que les entrepreneurs qui sur un deck de pré-seed qui a une dizaine de slides, tu peux utiliser DocSend pour voir exactement le nombre de temps que vont passer les investisseurs sur ton deck. En fait, tu peux vite te faire une idée. Tu peux vite voir, ok, est-ce que ce projet, j'en ai vu 50 qui font la même chose. Donc en gros, tu vas regarder, est-ce que c'est un copycat de quelque chose, d'un truc vraiment fait, refait? Par exemple, est-ce qu'il se distingue? Est-ce qu'il a un moat? Est-ce qu'il a une certaine défensabilité? Quelque chose qui va faire qu'il ne va pas être copié par d'autres? Ou est-ce qu'il est juste en train de chasser une narrative et que beaucoup de startups sont aussi en train de créer la même chose et qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde, ou bien est-ce qu'ils vont avoir un edge, parce qu'à la limite tu peux aller dans la même direction que tout le monde, mais si tu as un edge, quelque chose que personne n'a, et c'est là que tu crées ton moat, ta défensabilité, ça peut être pertinent. Maintenant je pense que la façon que nous on a de regarder les dossiers, c'est de voir en fait le niveau de sérieux qui est mis dans le deck, le niveau de clarté en fait, finalement. Est-ce que tu arrives à vraiment comprendre quelque chose si tu peux pas l'expliquer à un enfant de 10 ans de façon simple, surtout si tu as un investisseur qui voit beaucoup de decks, parfois le mieux c'est de faire le moins, donc de faire les choses les plus simples, les plus claires. Donc je dirais que c'est un ensemble de ce que je viens de te dire par rapport au projet, par rapport au moat, la défensabilité, la team qui veut mettre en place ce projet, et les traction metrics qu'ils vont avoir pour justifier en fait d'une telle levée par exemple, parce qu'on a aussi ces données-là sur le montant qu'elles veulent lever, parce qu'elles ont besoin de ce montant. Donc malheureusement, on ne peut pas passer 1 heure sur chaque dossier. Mais au moins 5 minutes. Mais au moins ça, 4-5 minutes, à être capable de voir les decks. Et je pense que c'est quelque chose qui est important pour les investisseurs, de voir beaucoup de decks, d'être capable en fait déjà d'avoir un pouls du marché, de ce qui se fait, mais aussi de pouvoir s'enrichir et d'être capable de voir au fur et à mesure des différents projets qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui est très en vogue, est-ce que c'est une narrative qui est chassée une fois de plus, ou est-ce qu'en effet il y a quelque chose qui est distinctif, est-ce que la team, en fait, c'est là où ça va être le plus simple en fait, tu vois, nous on va sélectionner, on reçoit peut-être 1000 decks, on en a reçu 850 l'année dernière, là on va en recevoir certainement 1000 d'ici la fin de la sélection, on sélectionne un top 100, ce qui est déjà très dur, on est passé de 2000 à 100, il y a plein de facteurs disqualificatifs, on va dire, qui vont être plutôt simples,
sur est-ce qu'il y a suffisamment déjà d'efforts qui est mis dans la candidature, ou bien est-ce que c'est fait à la légère, il manque des informations. Et ensuite la team. En fait, la team, quand tu vois que c'est facile même pour un investisseur de backer un entrepreneur qui a déjà monté une boîte qui a fait plus d'1 milliard de valorisation, une licorne, parce que tu dis il y a énormément de learning, il est capable de refaire en fait la même chose, ou en tout cas il a plus de chances de le faire. Donc je dirais que la team va être la première chose une fois de plus qu'on regarde. Ouais, mais du coup, effectivement, de ce que je comprends, c'est que comme tu le disais, c'est 98% la team, mais comme tu juges vraiment sur le deck et que la slide de la team, c'est juste une slide du deck, est-ce que justement, tu vas pas plus juger pour cette première sélection le projet que la team? T'as raison. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que je regarde le projet rapidement et je vais très rapidement sur la team. Même si parfois tu manques un peu d'informations, tu te fais une idée assez rapide du projet, de ce qu'ils veulent construire. Et c'est là que tu vois un peu je pense la façon dont ils veulent s'intégrer dans le marché. Parce que t'as raison. Moi, je parle de la team, mais en fait, ça reste un prétexte une fois de plus. Enfin, disons que le projet va rester un prétexte pour parler de la team. Mais si on rentre dans le vif du sujet, en fait, la solution qui est construite, tu vas dire déjà, est-ce que je connais ce problème? Est-ce que j'ai été confronté à ce problème? Est-ce que oui, il y a un problème de hack? C'est pour ça que les boîtes de cybersécurité fonctionnent aussi bien. Il y a toujours autant de hacks en crypto. Il va certainement y en avoir de plus en plus, ou du moins c'est quelque chose qui va rester constant au fur et à mesure qu'il y a de nouveaux entrants. Et tu sais déjà qu'il y a un problème et que cette solution est peut-être pertinente. Après, tu peux voir la façon dont la solution va s'implémenter. Est-ce qu'elle se distingue des autres? Est-ce que tu as un avantage en fait à être sur cette partie de la supply chain? Est-ce que tu es propriétaire de la relation avec l'utilisateur? Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. On voit que, notamment sur les DEX, tu peux avoir des agrégateurs qui vont être propriétaires de la façon dont ils routent l'ordre de la transaction. Ce n'est pas eux qui vont nécessairement l'exécuter, mais c'est eux qui vont capter ce flux. Et en fait, ce flux leur permet de faire une marge parfois colossale, tout simplement parce que ils ont cette relation avec l'utilisateur. Donc tu vas regarder, je pense, tout le positionnement, toute la façon dont est construite cette technologie, est-ce qu'elle est plus avancée que ce qui se fait déjà, et te faire un peu une idée assez rapide de l'entrepreneur. Donc le projet, le deck, c'est un moyen de juger aussi l'entrepreneur, in fine. Et c'est intéressant, tu vois, par exemple, Y Combinator, eux, ils vont aussi demander une vidéo des fondateurs. Et c'est intéressant, tu vois, parce que c'est un moyen, une vidéo de 1-2 minutes, de te faire un avis aussi sur la team. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de répandu? Est-ce que vous le faites? C'est clair. Nous, on n'a pas ce critère-là dans la Startup Competition, mais je pense que c'est un très bon point. Tu as intérêt en fait, à voir aussi les fondateurs s'exprimer, à voir ce qu'ils arrivent à véhiculer, est-ce qu'ils mettent beaucoup d'efforts ou pas dans cette vidéo. Et c'est pas forcément un facteur d'ailleurs distinctif, à moins que tu aies vraiment besoin d'être bon en marketing dans ce projet-là. Donc en fait, le fait d'être super bon là-dessus, en communication, c'est un edge ou pas. Donc oui, je pense que c'est très bien en fait. Et peut-être que ça fait gagner du temps en effet sur des calls de 20 minutes, une demi-heure pour poser ces questions. Et il faut dire que avant qu'il y ait un premier call, il y a déjà un process qui a été établi d'un intérêt confirmé de la part de l'investisseur et tant pour la team que pour le projet. Ok. Et donc tu disais qu'en tout cas avec la Paris Blockchain Week, tu reçois 1000 decks, on passe à 100 decks. Et d'ailleurs, est-ce que tu t'es dit, on parle pas mal d'IA bien sûr ces derniers temps, il n'y a pas moyen de rationaliser ça aussi avec de l'IA, où justement il n'y a pas assez peut-être encore une fois, ça reste peut-être encore irrationnel comme critère de décision, et donc que tu pourrais passer à côté de deals intéressants, ou au contraire, justement, le fait de passer que 5 minutes, tu passes à côté d'opportunités, et justement, le fait de mettre de l'IA, ça ne permettrait pas de plus rationaliser cette approche et pas passer à côté de pépites. Je pense que ce serait présomptueux de penser que l'IA ne peut pas remplacer mon job, parce que même s'il y a une partie humaine, je pense qu'il y a beaucoup de valeur ajoutée que peut apporter l'IA sur tous les secteurs de métier, mais l'investissement aussi. Donc oui, on a commencé à mettre en place des systèmes où l'IA peut faire des récaps, peut faire des appréciations, peut déterminer en fait un rapport entre la quantité de projets qui pile sur tel écosystème à l'échelle du marché, à l'échelle de cette startup competition. Et c'est une façon un peu pour nous de rationaliser aussi, comme tu dis, le processus, et de faire en sorte qu'il soit le plus décentralisé possible, du moins que ce soit pas une personne qui va faire passer une boîte d'un côté ou de l'autre de la sélection. Et c'est le cas parce qu'on a aussi beaucoup de partenaires qui nous aident dans cette sélection, des partenaires qui sont parfois spécialisés, que ce soit typiquement des boîtes qui construisent en DeFi, en AI ou en gaming. C'est d'autres partenaires qui vont avoir accès à ces dossiers, qui vont être capables d'attribuer des notes, et en utilisant toutes ces notes, on va être capable de déterminer un top 100. Et une fois qu'on a ce top 100, on peut le met à disposition des investisseurs qui, eux, vont sélectionner les 12 finalistes. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui fait sens à l'échelle du VC, dans le sens où en fait, ça reste un petit monde, ça reste un monde où les investisseurs parlent beaucoup entre eux sur leur façon de penser, ou en tout cas ce qu'ils pensent d'un entrepreneur, ce qu'ils pensent d'une narrative, ce qui fonctionne, de leur expérience, de ce qu'ils ont vu passer. Et d'ailleurs,
on en vient à un point intéressant qui est de dire d'où viennent un peu les meilleurs deals. Je pense sur les deals VC. Souvent, ça vient d'entrepreneurs ou d'investisseurs qu'on connaît déjà. Et en fait, le fait d'utiliser, je dirais, un genre de crowdsourcing où en fait, tu fais travailler tout un tas de personnes pour avoir un avis sur un deck, c'est quelque chose de très utile. Évidemment, ce n'est pas le seul facteur à utiliser parce que sinon tu te retrouves à chasser des narratives en permanence de ce qui est trendy, mais ça fait très, très, très clairement partie de ce qui fonctionne. Et parce que du coup, les 1000 decks que vous recevez, vous n'avez pas que les traiter en interne, vous avez aussi les partager avec d'autres VC qui vont aussi les analyser, c'est ça? C'est ça, tout ou partie en fait est partagé avec nos partenaires qui eux donc vont avoir accès à ces decks-là, vont être capables de faire une sélection et d'objectiviser un petit peu plus, d'objectiviser un peu plus ce processus de sélection, faire en sorte que tout le monde ait une chance et en tout cas plus que qu'il y ait une seule personne qui sélectionne tout en haut, qui peut voir, qui peut passer ou non dans le top 100. Donc on bosse avec des partenaires qui vont avoir des spécialités et qui vont être capables de mettre des notes au deal. Ok. Et pour revenir sur l'IA, je me dis maintenant il y a quand même pas mal de... sûrement vous avez beaucoup de matière, parce que finalement, c'est pas la première année, Paris Blockchain Week, ça fait pas mal d'années, et donc il peut y avoir un suivi des boîtes. Et est-ce que ça ne vaudrait pas le coup, peut-être que vous le faites déjà, d'entraîner une IA avec tous les decks que vous avez reçus, et maintenant d'updater cette IA avec qu'est-ce que sont devenus les projets par rapport aux decks initiaux, pour que l'IA puisse vraiment en fait, se former et avoir de la matière sur qu'est-ce qui a réussi, qu'est-ce qui n'a pas réussi. Après, peut-être que ça l'output peut-être qui pourrait être aussi erroné dans le sens où la réussite d'un projet n'est pas forcément liée à un deck et on pourrait extraire des critères qui ne sont pas du tout en fait, impactants sur la réussite du projet. Ça pourrait, en fait, il pourrait y avoir un biais, une fausse causalité. Mais qu'est-ce que tu en penses de ça? Je pense que l'IA peut être intéressante sur un screening, sur une capacité à présenter de façon claire et concise ce que fait l'entrepreneur, le marché, etc. Voire même être capable de déterminer ce qu'ont en commun tous les entrepreneurs qui réussissent, en effet, exactement. Et de dire, à telle échelle, en fait, c'est plutôt... un deck a plus de chances de réussir. Je ne sais pas à quel point c'est crédible de faire ça, mais de dire qu'à partir de ce deck-là, y a tant de chances de réussite à telle échelle et telle échelle pour cette team-là. Maintenant, c'est quelque chose qui, à mon avis, peut être implémenté, qui peut être testé, qui doit certainement avoir des résultats intéressants sur la partie screening. Je pense que encore aujourd'hui, l'investisseur peut se démarquer, déjà dans sa valeur ajoutée auprès de l'entrepreneur, mais au-delà de ça, sur la première partie en amont qui est de sélectionner l'entrepreneur, dans sa capacité en fait, à juger du coup l'humain, la team. Maintenant, je me demande aussi dans quelle mesure ça peut pas être rétro-ingénieur et demander en fait à l'IA de transformer ton deck pour qu'il ait 99% de chance de répondre positivement à une IA qui le teste. Donc moi je suis pas du tout expert sur ce sujet-là. Donc je pense que en tout cas je suis très familier ou en tout cas très, très à l'aise au fait d'utiliser la data et de backer en fait toutes les analyses par de la data. Donc en fait avoir peut-être un petit nudge ou un petit point d'IA sur un deal, ça peut être très utile. Et peut-être d'avoir une première sélection aussi, ça peut, je pense, beaucoup aider dans un processus qui est parfois très long. Ok. Et je voudrais qu'on parle de cycle maintenant. Et c'est intéressant, donc tu disais qu'avec la Paris Blockchain Week, vous avez ce fameux edge, et qu'in fine, j'ai l'impression que tout VC doit avoir un edge pour justement faire la différence par rapport aux autres acteurs de marché, sinon tu n'as pas de raison d'avoir des meilleurs deals que les autres. En termes de cycle, comment ça se passe, vous, de votre côté? C'est-à-dire, le cycle, est-ce que tu peux rappeler ce que c'est le cycle d'un VC classique? Toi, t'en es où d'ailleurs par rapport à ces cycles-là? Oui, bien sûr. Donc, pour un cycle de VC, en général, il y a 2 ou 3 grosses étapes. Si tu considères la première, qui est d'abord de lever des fonds, qui peut prendre plus ou moins de temps selon les différents LP, donc les investisseurs du fonds que tu vas aller chercher selon ta limited thèse. Partners. Exactement, limited partners, d'un côté, qui vont être ceux qui ont donc une responsabilité limitée et qui vont déléguer du cash. À l'opposition d'un GP qui lui va récupérer cet argent et l'investir. Et là, on arrive donc General Partner, on arrive sur cette deuxième phase qui est la phase de déploiement. Donc le General Partner va regarder plein de decks, parler avec des entrepreneurs. Ça prend même plusieurs années, parfois 2 à 3 ans, pour déployer la totalité du fonds. Nous, on a déployé à peu près 75-80%. Donc il nous reste de quoi faire 4-5 deals à l'échelle du fonds. Premier véhicule. C'est ça, avec le premier véhicule qui est Ventures. Et tu as ensuite une troisième phase qui va être peut-être la partie désinvestissement du fonds, donc les stratégies d'exit. Est-ce que les sociétés vont sortir un token? Est-ce que la société va être acquise par une autre entité? Et en fait, en général, ce qui se passe à l'échelle des fonds, c'est que au fur et à mesure que tu déploies, quand tu arrives à la moitié
ou plus du capital qui est déployé, tu regardes déjà le prochain fonds. Et tu regardes déjà les montants que tu veux lever, ou en tout cas ce que tu veux structurer pour aller parler avec tes LPs et faire en sorte qu'au moment où tu as déployé ton dernier capital, tu puisses continuer à déployer. Et en fait, c'est pour ça que tu as peut-être un cycle de 2-3 ans où tu investis, et puis en parallèle des désinvestissements que tu vas avoir sur les prochains cycles. Et encore, ça prend du temps. Il faut savoir que ça peut prendre 4, 5, 7 ans pour des boîtes en traditionnel. Parfois, c'est plus court, évidemment, en crypto, parce qu'on a cette liquidité que permet d'avoir le token. Mais ça reste quand même long. Ça prend du temps de créer une très belle boîte, une très bonne boîte, et une boîte qui va réussir à rester en fait dans le temps. Et donc, tu as, pour revenir sur mon point, intérêt en fait à avoir du capital à déployer à tout moment. On continue. Exactement. Sinon, tu peux tomber à côté d'opportunités et dire ok, bah là, j'ai plus de capital, c'est un peu dommage. C'est ça. Et puis, tu as même aussi un enjeu des cycles crypto sur lesquels tu as envie de te caler, qui est de dire que finalement, le meilleur moment pour investir, c'est en bear market. Ouais. C'est là que les valorisations sont les plus basses, que tu as les entrepreneurs les plus résilients et que tu as peut-être les projets les moins trendy et le moins de bruit. Contrairement au bull market, où là, c'est plus intéressant de lever des fonds parce que tout le monde est intéressé pour investir quand le Bitcoin dépasse les 100K. Évidemment, il y a plein de gens qui ont raté le train, qui ont le sentiment qu'ils peuvent en effet s'exposer. Et je pense, à l'échelle du Bitcoin, en tout cas, je pense que c'est toujours le cas. Ouais. Ce qui permet en fait un afflux de capital dans l'écosystème qui souvent va vite être calmé par le bear market qui arrive et qu'il faut savoir gérer. En fait, tu as aussi beaucoup de VC qui ont peut-être mal timé leurs investissements, qui se retrouvent à payer trop cher, des boîtes qui n'ont pas assez de défensabilité sur une verticale qui n'est pas porteuse et c'est quelque chose dont on se rend compte en bear market. Et même pour l'entrepreneur, si tu te retrouves à lever trop d'argent à un moment et à avoir une valorisation qui est totalement décorrélée de ton business, le jour où tu veux reparler aux investisseurs et que tu dois faire un tour en bear market ou autre, mais que tu n'as pas les métriques pour backer un tour avec une valorisation supérieure, tu te retrouves à faire un down round ou même tu vas avoir du mal à lever, mais en tout cas, tu vas être un peu pris en étau entre ces deux éléments, ta valorisation trop haute et la valorisation à laquelle tu veux lever. Et finalement, tu t'es un peu tiré une balle dans le pied en levant une valorisation qui est trop haute, ou en tout cas qui ne reflétait pas l'état de ta société, mais plus une exubérance sur le marché. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est moins sexy si par exemple tu lèves un tour donné, tu lèves 40 millions et le tour suivant, tu vas lever par exemple 20 millions, à une valo de 20 millions. Et c'est donc, ça. Souvent, ça revient avec beaucoup de restructuration interne pour garder quand même des incentives sur le capital que l'entrepreneur possède de sa boîte. Mais c'est vrai que pour les investisseurs précédents qui vont souvent, mais pas tout le temps, remettre au pot et faire du follow-on investment, ça leur permet soit d'avoir plus d'equity, soit en effet c'est beaucoup plus dur pour faire rentrer de nouveaux acteurs en fait, parce que c'est beaucoup moins attirant et ça a moins de sens à ce stade. Carrément. Et c'est intéressant, tu parlais de cycle, donc c'est vrai que là on est en bull market, a priori, 2025 va être une belle année, mais tout le monde s'accorde à dire que 2026 sera une année de bear market à moins qu'on soit dans un super cycle. Et donc, comme tu disais, c'est quoi l'intérêt là d'investir en tant que VC dans des projets maintenant, sachant que tu pourrais... En fait, la contrainte que tu as aussi, c'est que quand tu investis maintenant, si tu investis par exemple en token, tes tokens vont être débloqués, on va dire, je sais pas, dans 2 ans, et donc en bear market. Et donc, est-ce que c'est un move stratégique d'investir maintenant dans des projets où tu es plus méfiant, entre guillemets, parce que, comme tu le disais, c'est quand même beaucoup plus avantageux d'investir en bear market quand les regards sont un peu détournés de l'investissement et des projets? C'est un très bon point. Et c'est vrai que en fait, le métier du VC, pour moi, ça va être de distinguer le bruit du signal. Souvent en crypto, tu as des narratives qui font beaucoup de bruit, qui sont très parlantes, qui font monter les prix, qui permettent de gagner beaucoup très vite, de s'exposer à un projet qui semble en fait révolutionner la crypto, mais même au-delà de la crypto. Et en fait, le métier du VC, ça va être capable de faire suffisamment de recherche, d'être suffisamment un penseur libre pour ne pas se laisser influencer par tout ce bruit, toutes ces narratives, et faire les investissements qui, qu'importe le cycle, qu'importe la narrative, vont perdurer à travers le temps. Ma façon de penser, qui est celle aussi de beaucoup de monde, c'est de se concentrer sur en fait, les besoins qui ne changent pas à l'échelle de l'humanité, que ce soit les besoins de transférer de l'argent, les besoins de détenir du capital, d'avoir une réserve de valeur, les besoins de faire des transactions, les besoins de s'exposer à un actif, les besoins d'emprunter, les besoins financiers auxquels la blockchain peut très bien répondre, mais aussi un aspect social, ce qui se fait dans le gaming, dans le divertissement. Donc en fait, si tu arrives à répondre à ces objectifs-là, sans te baser sur une narrative, en utilisant une technologie blockchain ou autre, mais qui répond à un problème qui est intrinsèque et qui peut-être transcende le Web3, ou en tout cas va rester, en fait, qu'importe le cycle. Déjà, c'est une façon de faire en sorte que tu ne sois pas biaisé
par tout ce bruit, toute cette narrative. Ouais. C'est Warren Buffett qui aime bien mentionner ce point-là. Quelle est la barre de céréales qui se vendait le plus, enfin de chocolaté qui se vendait le plus dans les années 70? C'est le Snickers. Quelle est celle qui se vend le plus aujourd'hui? C'est aussi le Snickers. Et en fait, ces investissements, que ce soit dans Coca-Cola ou autre, même si c'est très 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 différent évidemment la pensée de Warren Buffett de celle qu'on peut avoir en crypto ou en VC, c'est même peut-être l'opposé, tu as quand même intérêt à te poser la question, non pas qu'est-ce qui va changer, mais qu'est-ce qui ne change pas. Et quelle solution va répondre à ce problème qui ne change pas. Ok, en gros ce que tu dis c'est pas investir sur des narratives court-termistes, mais plutôt vraiment dire ok, est-ce que le projet dans lequel j'investis sera encore dans 5-10 ans ce qui est assez complexe en soi, parce que tu vois, tu peux dire ok, si j'investis par exemple, je suis en 2021 et je suis en pleine bulle NFT, et j'investis je sais pas dans une marketplace type en OpenSea ou Blur, en fait tu dis oui, à ce moment-là, est-ce que les NFT vont durer? Là, le timing n'est pas ouf non plus. Et ce que je dis c'est peut-être ne pas investir quand tout le monde regarde la lumière, mais peut-être aller un peu à contre-courant, un peu comme un investissement, quoi. C'est exactement ça. Et je pense que, quand bien même les projets peuvent encore surfer des narratives, tout en sachant que cette narrative ne va pas durer et qu'ils vont devoir se réinventer, ou du moins ça leur permet de bootstrap de la liquidité, des users, ou plein de choses que va leur apporter cette narrative, parce que tu as aussi intérêt en fait, à ce que ton produit soit prêt en plein bull market pour que les gens viennent l'utiliser. C'est pour ça que le bear est parfait pour build dans le calme, et le bull en fait est super pour prendre cette vague. Donc c'est aussi une question de positionnement et de timing. Et pour répondre à ta question sur le fait d'être un contrarian, je pense qu'évidemment il ne faut pas être contrarian pour être contrarian. Ouais, bien sûr. Ça, c'est juste avoir des vraies convictions et pas juste suivre la foule, quoi. Exactement. Mais là où tu as un point qui est très intéressant, c'est qu'en fait, c'est quand... Et tu vois, si je crois la première phrase de Peter Thiel dans Zero to One, qu'est-ce que tu penses et dont tu es sûr que très peu de gens sont prêts à valider, avec lequel très peu de gens sont d'accord avec toi. Et en fait, c'est là que tu as de l'alpha. Quand tu as raison sur quelque chose où plein de gens ont tort, là tu as de l'alpha, là tu as un upside, là tu as des gains qui sont asymétriques, là tu as un x100, là tu as une boîte qui va retourner tout ton portefeuille, et c'est précisément pour ça que le VC est censé se débarrasser des narratives et faire en sorte, à la limite, de les surfer, mais pas de se leurrer dans le fait d'investir dans une boîte qui ne fait que surfer une narrative, qui n'a pas une technologie qui va rester dans le temps, ni une team qui va rester aussi sur le projet. Et donc, avoir raison quand très peu de gens, enfin quand beaucoup de gens ont tort et ils sont pas d'accord avec toi, c'est là en fait, c'est de là que va venir tout ton gain et toute ta performance sur un deal, un token ou autre. Ok, hyper intéressant. Tu penses quoi, tu as des community VC, il y en a de plus en plus, hein. C'est vrai que, si on prend l'investissement retail dans les boîtes, avant c'était un peu la mode des ICO, etc. Il y a eu un peu un essoufflement. Maintenant, il y a pas mal de plateformes de community VC, type Légion, Echo, qui se créent, hein, qui sont créées. Et sur ces plateformes-là, on peut créer un peu un groupe d'investisseurs particuliers. Toi, tu en penses quoi de ces plateformes-là? Est-ce que tu penses que ça peut être une compétition au VC traditionnel ou c'est complémentaire? Comment tu vois la chose? Je pense que c'est parfait en fait pour l'écosystème. Pour l'écosystème, pour les entrepreneurs, pour les VC. En fait, la crypto, on sait que ça a démarré d'une initiative qui est communautaire, ou du moins, c'est pas des investisseurs professionnels ou institutionnels qui ont eu accès à ces investissements au départ. Donc ça fait sens en fait, et on le voit dans tous les projets, d'inclure la communauté d'une façon ou d'une autre, leur permettre d'avoir accès au même deal que ceux des VC. Je pense que c'est super parce que c'est une bonne façon d'aligner les incentives et de faire en sorte de mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Pour le projet, ça permet aussi donc de récompenser sa communauté, de distribuer davantage son token à des personnes qui sont incentivées. Souvent, tu vois, sur ces VC community, c'est pas exactement comme une pre-sale dans le sens où c'est peut-être des profils qui font plus de recherches, tu as peut-être plus une sélection à l'entrée, donc c'est une bonne façon aussi d'avoir des profils qui sont plus des angel investors, qui peuvent parfois ajouter de la valeur différemment, et tu as un cap en général sur le montant que tu peux investir. Donc c'est une bonne façon, je pense, pour les projets de distribuer leur token et d'avoir une base d'investisseurs qui est plus large et d'incentiver plus de monde à la réussite de ton projet. Pour les VC, je pense que c'est une bonne façon d'avoir plus de monde sur la cap table, mais aussi d'être challengé, parce que tu as mentionné ce point, quel est l'edge des VC, comment ils vont se démarquer, et je pense que c'est important de toujours mettre ça au centre de la table et d'être en mesure en fait, de dire quelle valeur ajoutée va apporter un VC, pourquoi il est sur la cap table, et pourquoi j'ai pas intérêt plutôt à me financer à travers la communauté. Bien sûr. On a de plus en plus en fait, de projets aujourd'hui qui n'ont pas de VC sur leur cap table, et ils se sortent très bien. Donc peut-être qu'ils n'en ont pas besoin, je pense que c'est clairement leur cas, ou peut-être que parfois certains VC n'apportent pas suffisamment de valeur ajoutée. Et maintenant, à l'échelle de l'écosystème, c'est super utile en fait de faire en sorte que
tout le monde soit un petit peu VC. Évidemment, ça demande un niveau de recherche qui est quand même important. Ouais, bien sûr. Mais c'est, je pense, intéressant de découvrir aussi parfois des projets à travers ces initiatives et d'avoir accès aux mêmes conditions que les VC. Parce que si le but, c'est que le VC arrive au même temps que la communauté, mais que le VC a un meilleur deal, bon, s'il apporte une valeur ajoutée qui est considérable, qu'il est incentive à long terme, j'y vois pas de problème. Mais si le but, c'est tout simplement de permettre au VC d'avoir un meilleur deal, mais qui ne va pas forcément se battre pour ce deal-là ou d'apporter une valeur ajoutée suffisamment conséquente, c'est pas forcément pertinent dans la mesure où l'entrepreneur peut se financer avec la communauté. Ouais, c'est win-win dans le sens où il y a une démocratisation de l'investissement et surtout les conditions, on va dire, égales à celles des VC tradis. C'est ça, je dirais que ça rebalance un peu les enjeux et les pouvoirs de chacun, donc ça rapporte un peu d'équilibre. Ok. Bon, on en parlait tout à l'heure, mais toi, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'investissements de la part des VC en token et pas seulement en equity. Donc en equity, je rappelle, c'est t'investis tu deviens actionnaire, tu as des parts du projet. En token, tu as juste des tokens du projet et après, parfois, l'utilité du token n'est pas forcément viable, je dirais, à court terme. Elle peut le devenir, notamment en DeFi avec le fee switch qui a de plus en plus appliqué. Mais mon point, c'est le suivant. Toi, tu préfères investir en token, en equity ou dans les deux? C'est quoi un peu pour toi les enjeux Pour moi, il y a deux sujets. En fait, moi, je veux la même chose que l'entrepreneur. Si l'entrepreneur il a de l'equity, moi je veux de l'equity. Si l'entrepreneur a du token, je veux du token. S'il a les deux, je veux les deux. Ok. Avoir les intérêts alignés, quoi. En fait, c'est ça. Moi, je vois vraiment ces deux outils comme une façon d'aligner les intérêts entre l'entrepreneur, l'investisseur et les différentes parties prenantes qui vont être sur la cap table. Donc, dans la mesure où l'entrepreneur décide d'avoir de l'equity et peut-être après un token, souvent c'est le cas sur des boîtes qui sont très jeunes, en fait ça sert à rien d'avoir un token très très tôt. Pour la plupart des cas, dans la grande majorité des cas, les premiers tickets qu'on va faire, ça va être potentiellement du safe, donc de l'equity, des parts du capital social de la société, voire même en bon de souscription en fait, parce que le safe c'est ce qui permet de d'envoyer des fonds sans avoir automatiquement des parts du capital, mais en fait tu reçois un bon de souscription qui te permet d'avoir des parts de capital au moment où il y a un événement de liquidité. Donc en fait, tu lèves à une certaine valorisation, mais tu ne reçois pas directement les parts. Par contre, ces parts, tu les reçois au moment d'un événement de liquidité. C'est des actions convertibles. Exactement, une nouvelle levée, que ce soit un token qui sort, de la liquidité, un rachat, etc. Et ça permet en fait d'avoir une structure beaucoup plus légère pour l'entrepreneur de lever des fonds sans avoir à structurer un tour et faire rentrer officiellement les investisseurs. Du moins, c'est le cas pour les premières levées, pour que ce soit des angel rounds ou des pré-seed. C'est souvent le cas et ça fonctionne plutôt bien. Et à côté de ça, tu peux avoir un token warrant. Et souvent, vu que la société n'a pas intérêt, l'entreprise, la boîte dans laquelle on investit n'a pas intérêt à avoir un token dès le premier jour, elle va vendre de l'equity avec une promesse de token le jour où c'est pertinent. Il y a des sociétés qui vont avoir directement des SAFT parce qu'elles ont un modèle très clair de tokenomics, de ce qu'elles comptent mettre en place, de la façon dont ça va être distribué, pas de problème. Mais il faut en effet que ce soit cohérent. Donc nous, on fait les deux dans la mesure où les deux sont pertinents et sont cohérents avec ce que veut faire la société par rapport à un token, un equity. C'est du B2B, du B2C. Est-ce que c'est une approche qui est très communautaire? Est-ce qu'elle veut distribuer une solution? De toutes ces décisions va découler un token ou de l'equity, et encore qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent changer entre-temps, que ce soit parce qu'il y a un pivot, que ce soit parce qu'il y a différentes solutions, une nouvelle façon d'aborder le produit, ou même un nouveau marché pour la société. Ok. Tu parlais de pivot, est-ce que tu investis souvent dans les boîtes qui font un pivot? Parce qu'in fine, comme tu le disais, tu investis dans la team, le projet c'est un peu un prétexte, et donc entre le projet initial et ce qui devient, il peut y avoir un fossé ou pas mal un long chemin, on va dire, qui se crée. C'est vraiment monnaie courante, les pivots Ouais, je pense que ce serait malhonnête de ma part, de te dire qu'on n'investit pas dans des boîtes qui font des pivots, ou du moins déjà tu le sais pas à l'avance, en général, quand il y a un pivot, du moins s'il arrive après. Tout ça parce que nous, on investit dans des teams, justement. Donc oui, on a des très bons exemples, tu vois, d'une boîte qu'on a financée. On est même rentré sur le round d'Angel, donc on y a cru très tôt dans la team, dans ce qu'elle était en train de construire, et qui s'est retrouvé aujourd'hui sur un marché qui est totalement différent. Je pense que je peux les citer. Bien sûr. On parle de dialogue. Alors, petit disclaimer, moi j'étais head of growth de dialogue en plus, donc c'est marrant. Donc tu connais bien la boîte, en effet. Qui était un CRM Web3 et qui est devenu une IA pour les sites e-commerce.
C'est exactement ça. Et nous, ce qui nous a plu, c'est vraiment l'entrepreneur, la team qui avait derrière. Il y avait peut-être un biais sur la data on-chain, qui est un sujet qui me passionne beaucoup, mais la décision d'investissement, c'était celle d'une équipe qui construisait en fait un engine pour l'achat de la data on-chain et améliorer les UX de website. Je pense que le marché n'était pas prêt pour cette demande. Ils se sont rendus compte qu'il y avait peut-être un marché qui était trop faible, des utilisateurs qui n'étaient pas prêts à payer pour un tel service, mais ils se sont vite rendus compte qu'en fait, ils pouvaient utiliser des modèles d'IA pour mieux communiquer avec les utilisateurs d'un site internet de e-commerce à l'échelle du Web 2. Et en fait, le Web 2, c'est un marché qui est encore beaucoup plus large que le Web 3 aujourd'hui. Et aujourd'hui, ils sont en train d'exploser. Et nous, on est ravis de pouvoir les aider là-dessus, les accompagner, dans la mesure où on a financé une team qui veut construire un projet et qui est passé donc du Web 3 à l'IA. Et c'est pas un crypto XAI, c'est vraiment de passer de crypto à IA, mais qui aujourd'hui se réalise sur cette verticale et qu'on est, on est ravis d'accompagner. Ok. Bon, tu l'as dit tout à l'heure, t'es pas focus narratif dans le sens où t'es focus sur des projets long terme, donc et par essence une narrative, c'est censé un peu être une trend court-termiste, mais c'est quoi un peu pour toi la narrative qui t'excite le plus en ce moment? Qui m'excite le plus en ce moment, je pense à la narrative IA X crypto, parce que ça va dans tous les sens. C'est peut-être celle qui prend le plus de mindshare déjà dans le marché, mais c'est aussi celle qui, à mon sens, va peut-être permettre au Web3 de devenir mass market. Tu vois, on a vu la DeFi, on s'est dit super, il y a la finance centralisée, tout le monde est intéressé pour avoir de meilleures routes financières ou avoir accès à du capital ou faire plus de choses de façon permissionless. Super. C'est hyper expert, la DeFi aujourd'hui. Exactement. Finalement, non, il y a peut-être quelques experts qui vont en profiter. C'est-à-dire, il y a les NFT qui arrivent, c'est du marketing, c'est du loyalty programme, c'est une action qui est communautaire, ça va faire revenir plein de monde. C'est peut-être un peu moins le cas aujourd'hui, même si au fur et à mesure de la DeFi, des NFT, il y a plein de nouveaux acteurs qui sont rentrés, donc ça a quand même rempli une partie de promesses. Mais j'ai l'impression avec l'IA que ça peut être un peu différent, dans la mesure où l'IA peut-être cacher, abstract away toute la technologie qui aujourd'hui est nécessaire de comprendre, ce qui est un problème en crypto, et faire en sorte d'interagir avec une entité qu'on n'a pas besoin de comprendre pour passer des transactions et faire confiance à l'IA pour passer les meilleures transactions peut-être qu'on le souhaite. Maintenant, il y a cette partie-là. Mais tu as aussi tout un courant de l'IA X-Crypto qui est en fait le Decentralized Compute. Tu as la capacité en fait de l'IA à prendre des décisions dans une DAO, à gérer une partie de la gouvernance. Donc en fait, on se rend compte que l'IA peut peut-être résoudre beaucoup de problèmes de la crypto et inversement, quand l'IA va être la profusion de contenu, la crypto, elle, va être plutôt la rareté et la certification de ce contenu. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui font que les deux vont bien ensemble. Maintenant, comme je te disais, c'est une narrative, donc il y a beaucoup de bullshit. Il y a beaucoup d'éléments qui se répètent, qui n'ont peu de défensabilité. Donc moi, ce qui me plaît aussi dans cette verticale, c'est de me dire, voilà les clés qu'on a, et on va voir ce qui va en sortir. À nous de backer les entrepreneurs qui veulent utiliser ces deux technologies ensemble pour faire les meilleurs produits possibles, que ce soit des AI agents, des AI layers. Tu as beaucoup de choses, mais je pense que c'est le marché qui nous dira si c'était de bons investissements ou s'il y avait en effet quelque chose sur cette narrative qui va ou non amener le mass market que tout le monde attend. Ok. Toi, tu as investi d'ailleurs à titre perso ou via le véhicule dans justement des projets qui mélangent AI et crypto? Oui, on a une société qui s'appelle Zyfi qui fait de l'account abstraction, donc qui justement avait pour ambition, et c'est là que c'est intéressant. D'ailleurs, sur la blockchain, sur un layer 2. Sur Zcasing, c'est ça, mais en fait sur aussi toutes les Zk chains, et même un peu plus par la suite certainement. Leur but, en fait, leur raison d'être, c'était de faire abstract away toutes les contraintes qui vont être celles de la blockchain. Donc payer du gaz, avancer des frais sur une crypto-monnaie. Donc aujourd'hui, tu peux les utiliser comme paymaster pour justement ne pas avoir à payer de gaz quand tu réalises des transactions. Et pour les clients ou tes utilisateurs. Exactement. Donc tu peux aussi incentiver les gens à passer des transactions sans payer de gaz. Donc payer le gaz. Et c'est parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout l'habitude en fait dans le Web 2. Dans le Web 2, tu utilises Gmail sans jamais le payer, mais c'est un coût en fait. Mais ce coût, il existe parce que Google va utiliser ta data. Google va être une boîte surpuissante qui va te donner accès à un tas d'outils et donc va finalement sponsoriser ton utilisation de Gmail. Ou un autre exemple, je pense, sur un site e-commerce, quand tu as par exemple payé par carte, tu vas pas payer les frais Mastercard, j'en sais rien. C'est ça. Tout ça, c'est abstracted away et tu as vraiment ce niveau d'abstraction qui est réalisé. Et cette boîte-là s'est rendu compte que quand les AI agents avaient du mal en fait à arriver on-chain, à s'intégrer avec les
comment dire, la technologie existante sur la blockchain, eux pouvaient finalement plug leur technologie au AI agent et leur permettre de réaliser toutes les transactions qu'elles voulaient. Donc on a cette boîte qui c'est pas nécessairement un pivot, je dirais que c'est plutôt un projet supplémentaire qui leverage la technologie existante. Et puisque nous on a aussi un focus qui reste mass market et qui est de se dire on veut que c'est une technologie qui est trop belle pour rester entre les mains de Happy Few. Et donc, on veut permettre à plus de monde de l'utiliser. On a cette société qui veut ouvrir un peu les barrières de la crypto sur cet aspect très painful d'une expérience utilisateur qui est vraiment pas agréable quand t'as pas de gaz, tu n'as pas le bon layer, etc. Qui se rend compte en fait qu'elle peut aller beaucoup plus loin en utilisant des AI agents ou une technologie existante. Ok. Et on va passer aux deux dernières questions. La première, c'est quoi l'investissement que tu as réalisé sur lequel tu es le plus bullish jusqu'à maintenant? Encore une fois, ça peut être via ton fonds, ton véhicule ou soit en perso. Je pense à deux, mais je vais peut-être te dire celui qui est le plus trendy en ce moment, que les gens doivent connaître. C'est Bubble Maps, une team exceptionnelle qu'on a eu la chance de rencontrer il y a 2 ans, notamment à Paris Blockchain Week. Ils ont gagné la Startup Competition qu'on a organisée. On avait la chance de les connaître avant, de les accompagner sur ce processus et de finalement investir quand on s'est rendu compte qu'ils cochaient toutes les cases, que ce soit à l'échelle de la team, de leur capacité à gagner une compétition contre plus de 1000 startups et en fait fédérer autour de leur technologie et avoir plus que simplement un outil qui permet de voir ce qui se passe on-chain, mais qui permet en fait avec une transparence folle. Parce qu'aujourd'hui, la promesse de la blockchain, c'est de dire que tu as tout sur un registre décentralisé, tout le monde peut voir, certes, mais tout le monde ne fait pas l'effort d'aller voir, parce que tu n'as pas toujours les outils qui permettent de voir en un clin d'œil ce qui se passe vraiment sur un token ou un autre. Et en plus, moi, personnellement, qui ai une appétence pour la data on-chain, avec cette agence qui aide les entreprises, les sociétés, les startups à mieux utiliser leur data on-chain, j'ai tout de suite compris ce qui se passait et pourquoi en fait Bubble Maps avait un edge. Et d'ailleurs, ils s'apprêtent à sortir leur token dans les prochains mois. Donc, très content de cette collaboration avec cette équipe. Ok. Et l'autre, c'était quoi ? L'autre, je pense à Xverse, qui était d'ailleurs aussi gagnant de la même édition. Et je te cite forcément des boîtes dans lesquelles on a investi il y a à peu près 18 mois, 2 ans, parce que ça prend du temps avant de réaliser, avant d'avoir de la performance. Et moi, c'est quelque chose que j'ai réalisé au début sur le fait de prendre du temps avant d'avoir du feedback sur les entrepreneurs que tu accompagnes. Et tu le vois dans le temps si tu as fait les bons choix ou non. Et parfois, ça peut s'inverser. Donc, tu peux penser avoir fait les bons choix, finalement non, et inversement. Mais je pense à Xverse, qui a un wallet sur Bitcoin qui est très avancé et qui permet de rendre plus accessibles les transactions sur Runes, Ordinals, etc. Ok. Et un projet que tu te mords les doigts, mais tu regrettes de ne pas avoir fait. Projet que je regrette de ne pas avoir fait, je pense à Morpho. Morpho, il y a 3 ans. Je pense qu'on est beaucoup de Français à avoir vu Morpho au sein des meet-ups, voir la team réaliser, pitcher leur projet avant que ce soit live, de se dire mais tiens, c'est intéressant en fait ce qu'ils proposent. Et je pense que aujourd'hui déjà c'est facile en fait a posteriori évidemment, mais oui, je pense que si j'étais objectif, ce serait sûrement Morpho qui aujourd'hui fonctionne très bien, qui a une très belle équipe et qui en fait brasse des milliards et qui va sûrement brasser d'autant plus au fur et à mesure qu'il s'ouvre et qui s'intègre avec l'écosystème. Donc peut-être un projet que je n'ai pas accompagné, mais qui peut-être, qui s'est très très bien débrouillé en tout cas et qui a l'air de faire rayonner l'écosystème français. Yes, complètement d'accord. Et c'est intéressant parce que ça appelle aussi, tu vois, c'est quoi ton rapport au regret? Parce qu'en fait, tu peux avoir des regrets sur des deals que tu n'as pas fait ou justement sur des deals que tu as réalisés. Et comment tu gères ça? Est-ce que tu bases ce regret sur le résultat? Ou, in fine, tu dis, j'ai quand même pris la bonne décision. Après, et après, tu mets à jour peut-être tes critères de décision par rapport au résultat. Comment ça fonctionne? Je vais pas te mentir, c'est difficile parfois. Donc, je pense que tu as besoin d'avoir ce travail. En fait, puisque ton métier, c'est de choisir les gagnants, ou en tout cas ceux dont tu penses qu'ils vont gagner, ne pas les sélectionner, c'est vécu comme une erreur. En fait, c'est vécu comme une faute, c'est vécu comme un miss-out. Et en plus, une société qui fonctionne bien va souvent fonctionner de mieux en mieux au fur et à mesure. Donc, le miss-out est de plus en plus important. Donc, tu es obligé d'avoir ce niveau d'hygiène, on va dire, mentale, de te dire, qu'est-ce qui a merdé ici? Qu'est-ce que je peux faire de mieux qu'est-ce que je n'ai pas vu dans cet entrepreneur qui, aujourd'hui, est ultra successful? Donc oui, tu fais vite de te construire ce qu'on appelle un anti-portfolio, qui sont toutes les boîtes que tu as refusées, mais qui finalement t'ont prouvé que tu avais tort de les refuser. Et je pense que la bonne approche, que ce soit en VC ou même en crypto, c'est l'humilité. Je pense qu'en crypto, ça évolue tellement vite que tu es obligé d'avoir cette humilité, de te remettre en question en permanence, d'accepter que...
you're not the smartest guy in the room, sinon tu n'es pas dans la bonne room. Ouais. Et t'entourer de personnes qui, je pense, peuvent t'aider, peuvent te permettre d'avoir une différente vision, et donc d'avoir ces échecs, on va dire, et d'avoir raté des belles boîtes, tout comme des boîtes qui n'ont pas fonctionné, à chaque fois se remettre en question et dire bon, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Est-ce que c'est une boîte dans laquelle j'ai investi qui avait tous les critères mais qui finalement n'a pas fonctionné pour x, y raison? Il y a des milliers de boîtes, enfin des milliers de raisons en fait d'échouer, que ce soit à l'échelle des founders, à l'échelle des raisons personnelles, pour plein de choses. Ouais. Y a un concurrent qui arrive qui a juste plus de levée, plus de fonds. Oui, parce qu'il y a une part de chance à l'arrivée. Hein. Exactement, ça reste capital risque, c'est la partie risque. Donc de ça, je pense, analyser les échecs, tout comme les actes manqués, tout comme les boîtes qui n'ont pas fonctionné, et de grandir de ça. Et je pense que c'est là que, justement, il faut avoir cette démarche humble et essayer d'apprendre de ses erreurs, tout comme les rockstars, à savoir les entrepreneurs. Yes. Et si je prends Morpho, par exemple, ce serait quoi un peu le post-mortem que tu ferais sur Morpho? Pourquoi tu n'as pas investi dedans? Morpho, on l'a pas vraiment passe. Je n'avais pas de VC à l'époque. J'étais pas VC, j'étais dans l'écosystème. Je pense que si j'avais un peu insisté, peut-être que j'aurais pu investir ou me retrouver assez tôt sur la cap table. Mais je dirais que j'étais pas forcément dans le bon setup. Okay. Tu vois, j'avais pas du tout l'expérience que j'ai aujourd'hui. Okay. Mais en revanche, tu vois, ce que je peux me dire, c'est que c'est vrai que la team, très tôt, ils étaient tous étudiants. Mais ils ont tous montré une rigueur extrême. Donc en fait, ce que je peux me dire en revanche, c'est là, il y avait quelque chose, il y avait un facteur qui peut-être aurait été intéressant d'explorer et de creuser. Mais je ne peux pas dire que j'étais dans un setup, ni même financièrement, assez à l'aise pour investir à l'époque. Okay. Même si maintenant, on peut toujours se rattraper sur le marché, même si la valorisation est différente. Yes. Nathaniel, merci beaucoup. C'était hyper intéressant. On est vraiment entré en profondeur sur ton activité, sur le monde du VC. Voilà, je pense faire une série d'interviews avec plein d'autres VC, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant, chacun un peu sa vision du marché. Donc voilà, merci à toi de l'avoir partagé avec nous aujourd'hui. Avec grand plaisir, merci à la communauté de Crypto Coulisses et pour le travail formidable que tu fais. Merci, très cool.